Et j'ai réussi à faire ce film avec des acteurs qui sont absolument remarquables. Et c'est pour moi une grande fierté de l'avoir fait. Et je le revoyais là et je me disais que je comprenais pourquoi j'y avais mis autant de temps, autant d'énergie, autant de passion. Voilà, je suis très très fier de ce film. Merci beaucoup, Élie. Alors, comme on est dans un hommage, une journée un peu particulière d'hommage à Semprin, quels sont vos rapports avec l'écrivain, l'homme Semprin, la première fois que je l'ai rencontré, je ne savais pas du tout qui c'était. J'étais un jeune cinéaste. Je savais qui c'était. Je savais que c'était un scénariste. Je ne connaissais pas son histoire. Il y avait ces grandes tablées qui étaient un peu traditionnelles, vous savez, le dimanche matin au Café de Flore, où j'étais convié parce que j'étais ce jeune et brillant cinéaste qui était plein d'avenir. Et donc j'étais là avec plein de gens qui étaient connus. Moi, je n'étais pas très connu. Il y avait ce type qui était charmant, beaucoup de charme, qui parlait doucement avec ses jolis accents, qui avait ce sourire tranquille, cette belle chevelure. Et on a commencé à parler, on a parlé de plein de choses, on a parlé de cinéma évidemment. Et j'étais touché par la façon dont il exprimait les choses avec autant de simplicité à l'égard d'un jeune homme comme moi. Et les gens me regardaient, et je me disais pourquoi les gens me regardent, parce que je parle à un scénariste, donc les gens me regardaient, même des gens disaient mais écoute Élie, quand je me disputais avec eux, enfin quand je disais non, genre je suis pas d'accord avec toi, les gens me disaient mais tu vas te calmer un peu. Bon, et puis évidemment le temps a passé, et peu après j'ai appris qu'il était Semprin. Mais le bon départ qu'on a vu ensemble, c'est-à-dire ce départ sans arrière-pensée, sans cette espèce de respect qui parfois bloque un peu les choses. Bon. Et il est, alors pour revenir maintenant au film, au pourquoi, c'est vrai que il fait partie de ceux qui m'ont donné, m'ont transmis ce devoir-là, le devoir de faire un film comme on fait un livre. Moi, je suis né en 1950, donc j'ai été épargné par cette période. Il n'empêche qu'elle fait partie de mon histoire, elle est dans mes gènes, dans mon ADN, elle est au quotidien avec moi, et vraiment, quand je le dis au quotidien avec moi, ce n'est pas une façon de m'exprimer, c'est une pure vérité. J'y pense pas tous les jours, mais extrêmement souvent, c'est quelque chose qui m'habite, c'est un questionnement qui m'habite, je me pose des questions toujours, encore et encore et encore, le pourquoi, le comment, mais par rapport aux hommes, par rapport à Dieu, par rapport à cette absurdité qui a été vécue. Et je pense que Semprin a été un catalyseur de tout ça, c'est-à-dire qu'il a éveillé en moi enfin comme en beaucoup d'autres, ce devoir de responsabilité de dire ce qui a été pour que personne jamais n'oublie et que surtout mais là j'ai peu d'espoir que jamais des choses aussi horribles ne puissent recommencer. Voilà. D'accord. Alors, Fabrice, oui. La rencontre. La rencontre, c'était au Passage. C'était donc aux éditions du Passage. Et effectivement, Élie est arrivé avec sa grande carcasse. Ça, je m'en souviens bien, je ne l'avais jamais rencontré. Et il s'est plié là, parce que c'était sous les combles, les éditions du Passage. Il s'est plié. Moi, je croyais qu'il avait lu L'origine de la violence. Hein. Il m'a avoué des années plus tard qu'il n'avait jamais lu. Je l'ai lu après. Hein. Oui, c'est entretien. Et de toute façon, après, ça a été d'abord une grande aventure, vraiment. Ça, c'est très frappant. L'écriture de L'origine de la violence a été une grande aventure. Et en fait, le film aussi a été une grande aventure. Je l'ai vu de loin. Hein. C'est bien sûr Élie qui l'a vécu au premier plan. Mais ça reste une aventure humaine et importante. Et en plus, il y a quand même une dimension humaine à l'intérieur du cinéma qui est supérieure à celle de la littérature. C'est-à-dire que la littérature, j'ai été seul pendant 4 ans pour écrire L'origine de la violence. Et seul avec beaucoup de souvenirs, beaucoup de faits, mais enfin seul. Le cinéma, c'est vraiment une aventure collective.
Et j'étais très frappé de ça, de la collaboration avec Elie, bon, qui a quand même été assez maigre au sens où je dois bien avouer que j'ai fait très difficilement le premier jet du scénario. Et lui, comme je le dis toujours, il en a fait 28 ou 29, quoi. Il travaillait. D'autant qu'il avait un défaut, et je le dis sincèrement, c'est qu'il voulait être trop fidèle au livre. Or, le problème, c'est qu'on ne peut pas être fidèle à un livre au cinéma. Au contraire, il faut le trahir. Donc, un jour, je lui ai dit, voilà, qu'il fallait trahir, mais il fallait bien trahir. Mais parce que c'est vrai que si on suivait tous les méandres, en fait, du livre, on ne pouvait pas le traduire en un film de 1h50, c'était impossible. Et en plus, il y a des logiques internes au cinéma qui ne sont pas les logiques de la littérature. Donc il faut vraiment essayer de jouer des forces des deux arts. Et là, comme je le revois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ce qui est très intéressant, c'est ce qui apparaît par rapport au livre. Notamment, ce qui me frappe, c'est la place de la musique. C'est-à-dire que ça, je trouve que c'est très réussi, et notamment tout ce qui a trait à la violence, et l'espèce de battement de cœur là, de la musique par rapport à la violence. Et puis aussi le jeu des acteurs, parce que finalement, quand je l'avais vu, je m'étais beaucoup concentré sur celui qui incarnait mon personnage, qui était très proche de moi, Stanley Weber. Et là, j'ai été beaucoup plus sensible à tous les personnages, et notamment à César, qui joue Nathan Wagner, et que je trouve vraiment très très bon. Qui est là d'ailleurs, il peut venir, il est là. Bien sûr, Ah, oui, bah bien alors, sûr. Viens. Bon, voilà, je ne savais pas qu'il était là, donc au moins, Voilà. je suis sincère. Mais alors vous remarquerez l'élégance de son pantalon. On voit bien que acteur, ça ne paye pas. Très chic mon fils. Mais voilà. Mais en tout cas, notamment, c'est une scène que j'avais pas remarquée et que j'ai trouvé là très très juste dans son jeu, c'est lorsqu'il rencontre dans la boutique Virginie Wagner. Je trouve qu'il joue vraiment extrêmement bien à ce moment-là. Voilà, c'est bien d'avoir des compliments directs. Bien dirigé. Hein, voilà, mais voilà, bien sûr, tout est dans la direction d'acteur. Donc voilà, il y a des forces particulières du cinéma qui m'ont davantage frappé, là, 3 ans ou 4 ans après 5 ans même. 5 ans, c'est 2016, l'origine de la violence. 5 ans 5 ans. C'est possible. 2015. Voilà. On a eu une grande aventure. Et quant à Semprin, alors il a effectivement joué un rôle important. Alors j'ai rencontré seulement 2 fois Semprin. Je suis allé à une dédicace une fois. Et donc c'était vraiment une micro-rencontre. On a échangé 2 mots. Mais enfin, c'était... J'avais aimé la façon dont il avait parlé au cours de cette rencontre. Je ne vais pas souvent voir les écrivains. Je lis évidemment beaucoup d'écrivains, mais je ne vais pas souvent les voir. Mais lui, sa force, c'est une personnalité supérieure. C'est-à-dire qu'il y a des écrivains qui ont un talent littéraire extrêmement développé, mais qui n'ont pas forcément une personnalité très intéressante. Lui, c'était vraiment une personnalité très forte. Et il avait parlé pendant 1 heure à Viroflay, et j'avais trouvé ça assez passionnant. Mais la fois évidemment qui m'a marqué, c'est que on a fait une émission de radio ensemble après la parution de L'origine de la violence, et à la fin de l'émission, alors que je ne le connaissais pas du tout, il m'a serré dans ses bras. Et c'est un moment en fait très, très fort de ma vie d'écrivain, au sens où c'est une espèce d'adoubement, en quelque sorte. Là. Voilà. Et en fait, il avait eu un rôle important, comme il en a eu pour beaucoup, c'est de lever l'espèce de surmoi de l'écriture des camps. C'est-à-dire que, bon, je pense que tout le monde est conscient de ça, c'est-à-dire qu'il est très difficile d'écrire sur les camps de concentration. Et en plus, il y a une ligne en France qui a été défendue par exemple par Claude Lanzmann, avec l'autorité de Claude Lanzmann, qui est qu'on ne veut surtout pas faire de fiction sur les camps. Et en fait, je me sentais très très gêné en écrivant L'origine de la violence, et particulièrement les 70 pages de l'écriture du camp. Et
en fait, ma Bible, en quelque sorte, c'était l'écriture ou la vie. Le passage dont vous avez parlé tout à l'heure, avant le film, celui où il y a cette discussion à l'intérieur du camp, où voilà, son porte-parole dit « mais il faut faire de la fiction sur les camps, sinon on oubliera. Il faut même faire des films sur les camps, donc la représentation ». Qui est vraiment une page très, très importante hein, vraiment dans la grande opposition qu'il y a toujours eu sur ce sujet entre il ne faut pas représenter la Shoah et on peut la représenter, et même par les moyens de la fiction. Je me suis toujours rattaché à ces mots de Semprin, qui était en quelque sorte, voilà, c'était le mentor, puisque lui avait vécu, même pour les autres qui venaient après et qui pouvaient se vivre comme des imposteurs, ben en fait on avait le droit. Voilà, et ça a vraiment été, je crois, une position très très importante. Et je veux dire que cette page est quand même un peu close pour moi de l'origine de la violence, qui représente beaucoup de choses pour moi, pour ma vie, pour mon développement, pour ma famille. Enfin, c'est pas que eux, mais pour mon rapport à ma famille. Voilà, cette page est un peu close, et en fait, j'ai quand même rencontré les deux acteurs qui ont été des acteurs essentiels pour la représentation de la Shoah, à savoir Lanzmann et Semprin. J'ai rencontré 2 fois Lanzmann et 2 fois Semprin, et j'en suis très heureux, en fait. Même si je ne me rendais pas pleinement compte, ils auront incarné des choses très importantes, et c'est finalement 2 figures historiques, c'est certain, de la vision de la Shoah. Merci Fabrice. Alors Pascal, comment on arrive à monter au théâtre, à adapter au théâtre une pièce, un ouvrage aussi complexe que Le Grand Voyage? Quelle drôle d'idée. Il a été évoqué la question de la nécessité. Je crois qu'à un moment, c'est quelque chose, une alchimie un peu déjà intime, qui nous a étreints avec mon frère Vincent, avec qui je travaille beaucoup. Nous étions en tournée. Les tournées, ça peut être des journées qui passent très vite, sans qu'on creuse des choses. Et puis, on avait pris cette bonne résolution, profiter des tournées pour lire. Et Vincent m'a passé l'écriture et la vie. Et puis, on a lu ce texte, alors évidemment, qui est venu à nous pour ce qu'il évoque de prime abord, mais il y avait quelque chose de très troublant. On avait l'impression de comprendre notre famille. Notre famille est catalane, enfin espagnole. Nous ne sommes pas du tout familialement concernés par la question des camps, c'est pas du tout quelque chose que l'on porte. Et pourtant, dans cette écriture, et à plus forte raison quand on s'est plongé dans la quasi-totalité de son œuvre, on avait l'impression de mieux se comprendre. Il est question de secrets dans toutes les familles. Alors, ils ne sont pas toujours aussi écrasants, mais notamment mon grand-père, il est question dans Le Grand Voyage du camp d'Argelès. Et ma famille est paternelle est originaire d'Argelès. Et ça nous a permis de comprendre que mon grand-père avait fait des choix qui étaient ceux d'aider les réfugiés espagnols. Et on nous montrait les maisons quand on était petit qui se construisaient. Et cette image était très forte pour moi, avec les dents en or des réfugiés espagnols qu'on avait collectés, gardons ce terme, sur les plages de Saint-Cyprien, d'Argelès. Il y avait comme ça quelque chose qui rentrait. Et puis, il avait été évoqué tout à l'heure la nécessité, là encore, à se laisser porter par cette langue. Ça ne nous a demandé aucun effort. C'est très étonnant. Enfin, en lisant Le Grand Voyage, il y avait quelque chose qui était évident dans cette spirale mémorielle qui sûrement faisait écho à ce qu'on essayait de faire de l'autre côté, avec cette naïveté peut-être de croire qu'on pouvait écrire comme ça sur la question du temps, alors qu'il y avait déjà tellement de choses très écrasantes avant nous. Et Semprin, ça a été une forme de révélation. Cette spirale me parlait. Il s'est agi après de l'adapter. Vous parliez de trahison. D'abord, ça a été des renoncements, notamment sur la question des enfants juifs, ou de mémoire. Je crois que Semprin dit qu'il écrit Le Grand Voyage pour raconter cette histoire. Et ça ne marchait pas, en fait. Ça a écrasé, quoi. Ce que je trouve remarquable, c'est que vous tenez toujours la dimension de l'émotion, parce que elle est présente en même temps, mais si elle est première et qu'elle écrase tout, il y a même une forme d'obscénité. Et donc, il a fallu comme ça évacuer les choses. Et puis à un moment, on s'est dit,
peut-être parce qu'on a rencontré des gens comme Corinne Bénestroff, puis Françoise, qui nous a un peu... Vous parliez d'absolution, Fabrice, par rapport à Ellie, sur maintenant trahissez. Et à un moment, on s'est senti plus libre par rapport à ça, sur cette question de la mémoire, du souvenir, qui est revenue de façon évidente. Donc on a pu se plonger dans ce matériau et dans cette langue, en fait, qui là, nous parvenait dans toute sa puissance, et qui, le Grand Voyage, ne nous obligeait pas à représenter le camp. C'était un acte mémoriel que l'on posait, et pas une question de comment faire. Enfin, on était en 1963, quoi. On était dans un souvenir, et pas dans une chose à représenter. Voilà. Et puis, je vais me permettre un dernier élément là, intime, c'est que il s'avère que, pour reprendre un de vos termes, j'ai traversé un trauma personnel, une réanimation avec un diagnostic vital engagé, et la présence de Semprin à mes côtés, alors je ne l'ai jamais rencontré, m'a vraiment aidé dans cette maladie, dans mon hypothèse de la mort. Alors entendons-nous bien, j'espère que, enfin, il n'y a aucune ambiguïté, je ne compare nullement nos deux expériences, mais le Grand Voyage m'a aidé à vivre, littéralement. C'est-à-dire que, notamment après dans la difficulté d'en faire récit. Et Semprin a été mon gars de Semur. Sauf que c'était un gars de Semur que je connaissais, qui était là. Et dans mon texte après, I Feel Good, qui parle de cette expérience en réanimation, parce que moi, mes délires morphiniques, j'avais l'impression que les musiciens de James Brown étaient dans ma chambre, et jouaient un funk qui n'en finissait pas de finir. Et je trouvais ça, en fait, l'AREA, l'hypothèse de la mort, était assez séduisante, en fait, quoi. et dans mon texte, j'ai mis une fille de Semur, que j'ai croisée, en fait, en sortant de Réa, elle entrait, je pense qu'elle est morte, d'un accident de voiture, et Semprin, en fait, fait partie de mon histoire intime, désormais. Et il ne se passe pas une journée sans que je me dise ah oui, ça me fait écho à tel texte, etc. Et notamment L'évanouissement, qui pour moi est un roman vraiment fondateur, quoi, enfin, qui est quelque chose auquel je me réfère toujours, ainsi d'ailleurs que sa capacité à faire connaître d'autres auteurs, et notamment sa préface d'une heure incertaine, les poèmes de Lévy. Elle est absolument à la fois d'une puissance philosophique qui sûrement m'échappe, mais aussi d'une concrétude, et je lui dois aussi la découverte de la poésie de Primo Levi, que je ne connaissais pas. Merci. Alors, est-ce que vous avez d'autres... alors, pour notre public, Semprin a vraiment... là, nous avons quelques représentants, mais il a vraiment aidé beaucoup d'écrivains. Il y a Soisy Aron, on ne peut pas tous les citer. Il y a un japonais, je vous recommande cet ouvrage, Le pavé de l'ours, qui le met carrément en scène. Donc il y a d'innombrables auteurs, alors dramaturges, écrivains, plasticiens aussi, Edward Hillel, un Américain qui a fait toute une construction plastique. Donc c'est un passeur en fait de littérature, c'est à la fois un autoriseur d'écriture et de création, et puis un passeur de littérature, parce que comme c'est un homme très cultivé, c'est vrai qu'il essaie, mais il fait découvrir d'autres horizons. Alors on va demander à notre jeune... Qu'est-ce qu'on va me demander? Qu'est-ce qu'on lui demande Question, allez-y, envoyez. Mon rapport avec Semprin? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous on a vécu une expérience intéressante, parce que la femme qui a aidé Semprin à transcrire Le Grand Voyage, c'est la femme qui était à Buchenwald. Exactement. 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 Et qui en fait nous a guidés pendant toute notre tournage à Buchenwald pour savoir ce qu'il fallait faire, ce qu'on pouvait dire, ce qu'on ne pouvait pas dire, qu'est-ce qui était réel ou pas. Et c'était extrêmement intéressant. Moi, j'ai lu Le Grand Voyage de Semprin. Je dois vous avouer que j'ai pas revu le film. Je me rappelle pas très bien du livre. Donc je ne sais pas vraiment ce que je peux dire, mais je me souviens que j'ai lu Le Grand Voyage, que je suis arrivé à Buchenwald juste avant le début du tournage, que je venais de terminer le livre, et que j'ai fondu en larmes pendant 20 minutes parce que je n'imaginais pas possible ce qui se passait dans ce roman. C'est mon seul souvenir un peu émotionnel, puisque j'ai plus vraiment je sais plus vraiment ce qui se passe je crois que c'est le seul qui compte. Je crois que c'est le seul qui compte. J'ai un peu, je me rappelle des gens qui se sont dérobés pendant 20 minutes, mon père qui essaie de me soutenir.
Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Et cette rencontre avec cette femme, qui a été vraiment intéressante, puisqu'elle m'a guidé tout au long de ce tournage. J'étais un petit peu perdu, moi. J'étais très maigre. Et dans cet endroit-là, alors on y croit pas, mais je sentais des vibrations, des énergies très, très, très particulières. J'avais l'impression d'être transpercé un petit peu dans tous les sens, donc je flottais un petit peu là-dedans comme un fantôme. Mais voilà, je me rappelle de ce livre, de ce moment de larmes et de cette femme qui a été très élégante avec moi et qui, du début à la fin, m'a guidé de sa gentillesse et de sa bienveillance. Donc voilà. C'est un film dont le tournage a été d'une puissance. J'ai fait beaucoup de choses. Hein, je suis plus un poulet de vin. Et j'ai vraiment fait beaucoup de films, j'ai fait des spectacles, j'ai fait plein de choses, j'ai écrit. Bon. Mais c'est vrai que je crois que le travail qu'on a tous fait ensemble là, que j'ai fait dans l'origine de la viande, c'est sans doute le travail qui m'a le plus impressionné dans le sens premier du terme, parce que on a quand même tourné dans ce camp de Buchenwald. Et le fait d'être là avec des caméras, une équipe, d'avoir mon fils qui avait perdu 12 ou 13 kilos, je ne sais plus, et qui portait cet habit de déporté, qui était rasé, c'était parfois pratiquement insoutenable. Et quand je revois le film, c'est à nouveau pratiquement insoutenable de le voir dans ces conditions. Tout à l'heure, j'avais des larmes dans les yeux parce que c'est quelque chose, on se dit évidemment, on est passé à côté, mais ça aurait pu nous arriver à nous, à tous, et surtout évidemment à nos enfants. Donc c'est vrai que c'est un film qui porte avec lui cette violence émotionnelle qu'il y a que je trouve, moi, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, je l'espère, mais qu'il y a dans chaque plan, dans chaque attitude, et en particulier dans ces scènes qu'on a à Buchenwald. Et je voudrais raconter une chose qui est très importante. Quand on a fait les premiers repérages à Buchenwald, j'étais avec mon équipe allemande, j'avais une équipe allemande formidable, j'avais un jeune régisseur qui devait avoir 25 ans et qui me faisait visiter le camp, il neigeait, je m'en souviens très bien, tout était recouvert de neige, on entendait comme ça, on marchait, on était seuls, il y avait nos pas qui craquaient, je pensais à tous ces pauvres airs qui avaient été là dans ce froid, et dans cette humidité de la neige. Et à un moment, je posais donc des questions. Vous savez, quand on repère, on essaie de s'accrocher au travail, on ne pense pas à autre chose. Enfin, on fait semblant. Et je dis, mais alors là, il s'est passé quoi? Là, il s'est passé quoi? Et ce jeune Allemand me répondait, alors là, il se déshabillait, il faisait ça. Là, il y a ça, etc. Et à un moment, je marchais, je lui pose une question, je n'ai pas de réponse. Et je me tourne vers lui et il sanglotait. Et c'était donc ce jeune Allemand dont la porte-parole dans le film est la jeune femme qui est la maîtresse de Stanley, quand elle lui dit, voilà, je suis l'héritier de cette horreur et de cette culpabilité. C'est-à-dire que ce dont je me suis rendu compte, et ça m'a un peu rassuré sur le destin du monde, même si je suis assez pessimiste en général sur ce destin, c'est qu'en fait, même après ces tragiques, ces tragédies qui sont vécues partout, par ces femmes et ces hommes, il y a toujours cette communion qui se fait avec des nouvelles générations qui arrivent. On vit en ce moment, les Juifs évidemment, moi je suis franco-israélien maintenant, je vis à Tel Aviv, on vit des choses qui sont difficiles, qui sont compliquées, avec le monde arabo-musulman, avec cet affrontement avec l'islamisme le radical. Et je me dis toujours que quand je prends l'exemple de cette période qui a été vécue avec les Allemands, en me disant qu'aujourd'hui ce sont nos alliés peut-être les plus sûrs, je me dis que bon, peut-être un jour, voilà, le temps passera et que